Donc c'est bon? Oui, C'est bon, professeur. ça s'affiche. Oui, C'est bon. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on va aborder une autre classe de récepteurs membranaires. Donc, jusque-là, nous avons vu d'une part les récepteurs couplés aux protéines G. Et nous avions commencé la famille des récepteurs enzymatiques avec les récepteurs tyrosine kinase, récepteurs associés à une tyrosine kinase, récepteurs sérine thréonine kinase, c'est-à-dire les récepteurs TGF-bêta. Et aujourd'hui, on va voir les récepteurs associés à une sérine thréonine kinase. En fait, ce sont les récepteurs d'une grande famille, la superfamille du TNF-alpha. Donc, ce sont des récepteurs aussi bien de la mort et de la vie. Donc, ce sont des récepteurs, comme on va le voir, qui peuvent induire soit la mort cellulaire, c'est-à-dire l'apoptose, soit la survie cellulaire et l'inflammation. Donc, c'est une voie de signalisation qui est assez complexe. C'est peut-être la plus complexe, mais on va essayer de la décrire. Avant de la décrire, on va revenir un peu sur l'histoire du TNF-alpha. Donc, en 1868 déjà, donc, Burns avait que les infections bactériennes provoquaient une régression tumorale. En 1891, donc, un Américain, Collins, va utiliser des extraits bactériens pour traiter le cancer chez l'homme. Bon, ça a donné quelques résultats. Par la suite, en 1944, Scheer montre que, en fait, c'est le lipopolysaccharide, c'est-à-dire un composé qui se trouve au niveau de la paroi des bactéries. C'est la molécule qui est responsable de l'effet antitumoral des extraits bactériens. Et en 1962, donc au Malais, et ses collaborateurs montrent que l'effet du LPS, en fait, n'est pas direct, c'est-à-dire que ce n'est pas le LPS qui induit l'effet antibactérien, mais l'effet est dû à un facteur qu'on retrouve dans le sérum, qui est libéré suite à l'infection bactérienne, c'est-à-dire que le LPS va agir sur l'organisme pour la libération d'un facteur qu'ils ont appelé tumor necrosis factor, c'est-à-dire un facteur qui provoque la nécrose tumorale. Et c'est ce facteur qui donnait un effet antitumoral, d'où le nom du TNF-alpha, c'est-à-dire tumor necrosis factor. En 1984, donc plusieurs dizaines d'années plus tard, donc, des chercheurs ont été capables d'isoler et d'identifier la structure du TNF-alpha. Donc, depuis lors, donc, les recherches se sont accélérées et au fur et à mesure, on découvre donc les différents constituants de la voie de signalisation et comment le TNF-alpha va agir sur les cellules. Et actuellement, donc, le TNF-alpha est impliqué dans beaucoup de pathologies, dans l'inflammation en général, le choc septique, dans beaucoup de cancers, dans des maladies auto-immunes, dans des maladies neurodégénératives, dans le rhumatisme, l'athérosclérose, l'insuffisance cardiaque et les allergies. Et les anti-TNF sont utilisés pour le traitement de certaines de ces pathologies. Donc actuellement, des anti-TNF-alpha, c'est-à-dire des anticorps qui sont dirigés soit contre le TNF-alpha ou bien contre le récepteur du TNF-alpha, donc sont utilisés pour traiter beaucoup de pathologies comme le rhumatisme principalement et la maladie de Crohn, entre autres. Donc en 2020, donc si vous suivez un petit peu bon, accepter, je vais cracher dans ce slide-là. Donc, si vous suivez un petit peu les informations concernant si vous suivez les informations concernant l'épidémie actuelle, c'est-à-dire le Covid-19, j'ai hâte de dire pour un moment. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe.
Monsieur, réduire le PowerPoint, cette diaporama déjà affiché. Réduire. Ah, c'est déjà affiché, d'accord. Il est ouvert 2 fois ou lâché? Oui. C'est bon? Là, c'est un autre fichier, malheureusement. C'est pas le même. Donc, je vais fermer le bon fichier. Le diaporama, il s'affiche ou là? Non, professeur, de l'UNCHAS. وقيلا ملي شديتي الفيشي مشات. D'accord. On va le chercher. C'est bon. C'est bon? Oui, professeur. Donc, comme j'ai dit, actuellement, donc, si vous suivez un petit peu les informations, concernant le Covid-19, donc la mortalité ou les syndromes les plus sévères sont dus à ce qu'on appelle l'orage cytokinique. Donc, c'est un phénomène d'hyperactivation du système immunitaire par le virus, ce qui provoque une insuffisance au niveau des organes vitaux, comme le foie, les reins, le cœur et les poumons. Il y a une sécrétion exagérée de cytokines pro-inflammatoires, principalement le TNF-alpha, l'interleukine 1 et l'interleukine 6. Et cette exagération de la réaction immunitaire, c'est elle qui est responsable des symptômes sévères, des pneumonies en général, et de la pneumonie qui accompagne le Covid-19. Donc, la sécrétion du TNF-alpha, pour les étudiants qui ont suivi un cours d'immunologie, donc c'est un rappel. Pour les autres, donc, la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires est due à des activations, soit par des molécules qu'on appelle des DOMPS, c'est-à-dire Danger Associated Molecular Patterns. Donc, ce sont des molécules qu'on trouve au niveau de la paroi des bactéries, ou bien des virus, ou bien des parasites. Et ces marqueurs moléculaires sont détectés par des récepteurs qu'on appelle des PRR. dont les plus connus, ce sont les toll-like récepteurs. Et lorsque un germe pathogène pénètre au niveau de l'organisme, il est détecté par ces PRR grâce à la présence de ces molécules qu'on appelle des DOMPS. Et cette activation va générer donc l'activation d'une voie de signalisation, activation d'un facteur de transcription qu'on appelle le NF-κB. Et ce NF-κB va stimuler la transcription de centaines de gènes. Les plus importants, ce sont des gènes de cytokines pro-inflammatoires, principalement le TNF-alpha. Et le TNF-alpha, lorsqu'il sera libéré, il va se fixer sur son récepteur et il va activer par une voie de signalisation qui est l'objet de cette séance. Il va activer le même facteur de transcription, le NF-κB. Donc, vous allez avoir donc une sorte de feedback positif. Le NF-κB stimule la libération du TNF-alpha et le TNF-alpha stimule l'activation du NF-κB, ce qui va donner la réaction inflammatoire qui va permettre à l'organisme de se défendre contre les germes pathogènes. Mais malheureusement, dans certaines situations pathologiques, ces voies de signalisation ne sont pas activées par des DOMPS, elles sont activées par des molécules endogènes qui sont libérées par les cellules
suite à des affections, à l'accumulation de protéines qui sont mal formées. Donc, ces molécules, on les appelle des DOMPS, l'amyloïde bêta par exemple, ou la synucléine, ou là, les LDL oxydés. Et ces DOMPS vont donc induire l'activation de ces récepteurs, toll-like récepteurs entre autres, ce qui va activer d'une façon chronique la voie de signalisation, la libération de cytokines pro-inflammatoires et une réaction inflammatoire exagérée avec des radicaux libres également. Et tout ceci donc, va générer des problèmes au niveau tissulaire, ce qui est à l'origine de beaucoup de pathologies. Donc, en fait, les bactéries, donc, ce ne sont pas les DOMPS, ou là, les virus, ce ne sont pas les DOMPS, mais c'est plutôt les POMPs, pardon, c'est-à-dire pathogènes associated molecular pattern. Par contre, les DOMPS, ce sont des molécules du soi qui sont libérées dans des situations pathologiques, comme l'amyloïde bêta, par exemple, qui provoque l'Alzheimer, ou l'alpha-synucléine qui provoque le Parkinson. Et l'accumulation de ces particules va provoquer donc, une inflammation chronique qui est à l'origine de beaucoup de pathologies comme l'athérosclérose, les rhumatismes, les maladies neurodégénératives, etc. Donc cette famille va intervenir, comme je viens de le signaler, dans beaucoup de fonctions physiologiques. Donc en vert, ce sont les fonctions physiologiques assurées par la superfamille du TNF-alpha. En bleu, ce sont les pathologies, les situations pathologiques qui sont causées ou bien qui sont associées au TNF-alpha. Donc, vous pouvez donc remarquer que cette famille de molécules intervient dans l'hématopoïèse. Donc, c'est très important pour le système immunitaire, la production des cellules immunitaires, mais également des globules rouges, les cellules immunitaires pour permettre donc la défense, la protection contre les infections bactériennes, en activant l'immunité innée, mais également l'immunité acquise. L'inflammation et l'immunité innée sont assurées par la famille de les ligands de cette famille. La régression tumorale, bon, c'est un effet qui est plutôt faible, et la surveillance immunitaire. Donc, ce sont les principales fonctions qui sont assurées par les fonctions physiologiques. Par contre, les situations pathologiques dans lesquelles interviennent ces membres de cette superfamille sont extrêmement nombreuses, donc par le sida par exemple, l'immunodéficience, la maladie de Crohn, qui est une maladie intestinale, la maladie d'Alzheimer, donc une maladie neurodégénérative, la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune, le rejet de greffe, le diabète de type 2, les rhumatismes, les insuffisances cardiaques, les fibroses, l'athérosclérose, des maladies hépatiques, des allergies comme l'asthme par exemple, le choc septique avec la fièvre, les métastases tumorales, donc ce sont des facteurs qui provoquent donc plutôt un développement tumoral, une fibrose et une insuffisance pulmonaire, des maladies lymphoprolifératives, c'est-à-dire des cancers lymphoïdes, le choc septique qui accompagne les infections, l'ostéoporose, c'est-à-dire la fragilisation de l'os, et une maladie auto-immune qu'on appelle le lupus érythémateux systémique, et bien sûr beaucoup d'autres pathologies qui sont soit causées par cette famille de récepteurs, soit elles sont associées à l'activation de ces récepteurs. Les voies de signalisation par lesquelles agissent ces récepteurs sont nombreuses. Donc, pour induire l'inflammation et stimuler la prolifération, la différenciation, la réplication virale, etc. Donc, les voies de signalisation, c'est la voie de NF-κB, c'est sur laquelle nous allons insister aujourd'hui. Des voies de MAP kinase, principalement la MAP kinase P38. La prolifération est induite par la GNK, c'est une MAP kinase également, avec l'activation de l'AP1, qui est formée par FOS et JUN, CFOS et JUN. Et puis, vous avez la mort cellulaire, l'apoptose, qui est induite par les protéases, notamment les caspases, mais également par les céramides et les radicaux libres, c'est-à-dire les espèces réactives de l'oxygène. Donc, vous voyez que ces médiateurs peuvent induire l'inflammation, la prolifération et la survie cellulaire, mais également la mort cellulaire.
Le nombre des membres de cette famille est très élevé, donc on ne va pas tous les citer. Et vous n'êtes pas obligé, bien sûr, d'apprendre ces noms en globalité, mais il y a certains qui sont très importants, qui sont beaucoup étudiés, bien sûr, à commencer par le TNF-alpha et le TNF-bêta lui-même. Donc, il va être donc l'objet de cette séance. Mais également, on peut citer le RANK-L, qui active donc la résorption osseuse. On peut citer également le FAS ligand qui induit l'apoptose, entre autres. Le CD40L qui permet donc l'activation de certains lymphocytes. Et vous voyez que les voies de signalisation peuvent être de deux sortes. Soit les récepteurs sont associés avec des molécules qu'on appelle des TRAF, c'est-à-dire TNF-alpha receptor associated factors, c'est-à-dire les facteurs associés au récepteur du TNF-alpha. Dans ce cas-là, il y a l'activation d'une part du NF-kappa-B, donc c'est la voie la plus importante activée par ces agonistes, mais également l'activation de certaines MAP kinases, la GNK et la P38. Donc c'est une voie qui passe par le TRAF, et cette voie va stimuler la survie cellulaire, elle va stimuler la prolifération, elle va stimuler l'inflammation. Donc elle intervient dans le développement du système immunitaire, mais également dans la réaction inflammatoire et dans l'immunité innée et adaptative. L'autre voie, qui est stimulée par des facteurs qu'on appelle des TRAD, c'est-à-dire toujours TNF-alpha receptor associated DIT domain, c'est-à-dire le domaine de la mort associé au récepteur du TNF-alpha, qui va agir en synergie avec un facteur qu'on appelle le FAD, c'est-à-dire le domaine de la mort associé à FAS, sachant que FAS est un récepteur pour FAS-L, pour les étudiants qui ont étudié l'immunologie. Donc vous savez que les natural killers et les lymphocytes T8, pour tuer les cellules infectées, ils utilisent le FAS ligand qui stimule un récepteur qui est le FAS, qui contient un domaine de la mort. Et ce domaine de la mort, il va induire l'activation des caspases. Et ces caspases, ce sont des protéases qui vont commencer donc à activer, à casser les constituants cellulaires, provoquant l'apoptose. Donc, ces membres de cette famille vont induire soit par l'intermédiaire des TRAF la survie, l'inflammation et la prolifération, en activant le NF-kappa-B, les MAP kinases, soit ils vont induire la mort cellulaire, c'est-à-dire l'apoptose, en activant le TRAD et le FAD, ce qui va activer les caspases et induire la mort cellulaire. Donc, il y a des facteurs qui induisent uniquement la prolifération, l'inflammation et la survie cellulaire. D'autres induisent uniquement l'apoptose. Mais certains, comme le TNF-alpha par exemple, il est capable d'activer la voie de l'apoptose, mais il est également capable d'activer la voie de la survie cellulaire, de la prolifération et de l'inflammation en fonction, bien sûr, du type de récepteur, du type cellulaire et des circonstances. Donc, le gène du TNF-alpha est situé sur le chromosome 6. Et sur le chromosome 6, vous avez des locus qu'on appelle des locus HLA. Donc, il y a HLA1 qui code pour les allèles du CMH de type A, B, C. Donc, c'est la classe 1 HLA. Et vous avez la classe 2 de HLA qui code également pour des allèles du CMH, le DR, le DQ, le DP. Donc, ces classes d'HLA, comme vous le savez tous, pour les étudiants de l'échafaudimmunologie, ce sont des molécules qui vont servir à présenter l'antigène par les cellules présentatrices d'antigènes. Et entre les deux, vous avez une classe HLA qu'on appelle la classe HLA de type 3, sur laquelle se trouvent beaucoup de gènes qui codent pour des protéines qui interviennent dans le système immunitaire, comme les protéines du complément par exemple, les toll-like récepteurs, beaucoup de cytokines, et parmi ces cytokines, le TNF-alpha. Donc le gène de TNF-alpha est situé au niveau du locus de HLA classe 3, qui est localisé sur le chromosome 6, entre la classe 1, HLA classe 1, et HLA classe 2. Donc il est formé par 4 exons et 3 introns.
Donc, il va coder sous l'effet du NF-κB. Donc, il y a beaucoup de facteurs de transcription qui agissent sur le promoteur de ce gène, soit pour stimuler, soit pour inhiber. Et le NF-κB va se fixer sur le promoteur du TNF-alpha et va stimuler la transcription de ce gène, ce qui va donner donc l'ARN messager et la synthèse du TNF-alpha. Donc, une fois synthétisé, il est traduit à partir de l'ARN pour donner un précurseur, le pro-TNF-alpha, qui va passer au niveau de la membrane et former un trimère. Donc, il va agir sous forme de trimère. Et donc, nous avons un TNF-alpha membranaire. Et pour avoir la forme soluble, donc, il y a une enzyme, ce qu'on appelle l'enzyme de conversion du TNF-alpha. Cette enzyme de conversion va permettre de libérer le TNF-alpha pour donner le trimère qu'on appelle le TNF-alpha soluble. Et en fait, le TNF-alpha peut agir sous forme membranaire. Donc, la forme membranaire peut agir également. Et la forme soluble également peut agir sur le récepteur du TNF-alpha. Il existe deux types de récepteurs du TNF-alpha. Donc, un récepteur de type 1 qui est capable d'activer la voie de TRAF que je viens de décrire, qui a un effet anti-apoptotique, un effet de survie cellulaire, de prolifération et de l'inflammation, mais également la voie de TRAD, FAD, caspase, qui va induire l'apoptose et un effet anti-inflammatoire. Donc le TNF-alpha, en se fixant sur le récepteur du type 1, en fonction des types cellulaires, en fonction des situations, il va activer soit la voie de l'inflammation et de la survie cellulaire et de la prolifération par une molécule adaptatrice qu'on appelle la TRAF. Donc il existe en fait 6 molécules de TRAF, TRAF 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc l'activation de cette voie va donner la prolifération, la survie et l'inflammation. Par contre, l'activation de la voie de TRAD, FAD et les caspases, c'est l'activation de la mort cellulaire, de l'effet apoptotique et de l'effet anti-inflammatoire. Pour le récepteur de type 2, donc il est associé uniquement à TRAF1. Donc il n'est pas associé à la voie de l'apoptose. Donc le récepteur de type 2 ne peut pas induire l'apoptose parce qu'il n'est pas associé à TRAD et à FAD. Il est associé uniquement à TRAF1. Et TRAF1 va induire la survie cellulaire, c'est-à-dire un effet anti-apoptotique, l'inflammation et la prolifération. Donc, on va décrire cette voie qui est assez complexe. Et à l'état de repos, donc vous avez le récepteur du TNF-alpha au niveau de la membrane. D'accord? Ce récepteur du TNF-alpha, c'est un trimère également, comme le TNF-alpha, c'est le récepteur de type 1 que nous allons décrire. Et ce TNF-alpha contient un domaine de la mort, parce que ce domaine est capable d'induire la mort cellulaire, l'apoptose, c'est pourquoi on l'appelle le domaine de la mort. Et d'autre part, vous avez un facteur de transcription, c'est le NF-κB, qui est formé par 2 protéines, c'est un dimère. Donc, on va voir qu'il existe en fait 5 protéines, donc la P52, la P50, la P65, etc. Et vous avez chaque fois des dimères différents, mais toutes ces protéines sont appelées NF-κB, c'est un facteur de transcription qui est inhibé par une protéine qu'on appelle I-κB, c'est-à-dire l'inhibiteur du NF-κB. Et donc, dans la phase de repos, avant l'arrivée du TNF-alpha, donc le récepteur est inhibé, et le NF-κB, il est cytosolique, il ne peut pas passer dans le noyau, donc il n'y a pas de stimulation de la transcription, il n'y a pas d'inflammation. Lorsque le système immunitaire est stimulé par une infection, par exemple, bactérienne ou virale, ou là par des DAMP, comme j'ai dit, dans des situations pathologiques, l'alpha-amyloïde, la bêta-amyloïde, pardon, l'alpha-synucléine ou les LDL oxydés. Dans tous les cas, vous avez donc la libération du TNF-alpha et ce TNF-alpha va se fixer sur son récepteur. Donc, c'est un trimère. Il peut être soit soluble en général, soit un TNF-alpha membranaire. Dans tous les cas, c'est un trimère qui va s'associer au récepteur du type 1 et cette association va activer ce récepteur et ce récepteur va recruter une molécule adaptatrice qu'on appelle
le domaine de la mort associé au récepteur du TNF-alpha, donc TRAD. Et ce TRAD, c'est une molécule adaptatrice, ce n'est pas une kinase, elle va permettre le recrutement d'autres protéines. Parmi les protéines qui peuvent être recrutées, c'est le FAD, c'est-à-dire le domaine de la mort associé à FAS. Donc cette voie est activée également par FAS ligand, en se fixant sur le récepteur FAS. Et cette molécule, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va agir sur la procaspase 8, c'est-à-dire le précurseur de la caspase 8. Et cette action va permettre donc la transformation de la procaspase 8 en caspase 8. Et cette caspase 8 va activer d'autres caspases, la caspase 3 et 9, ce qui va provoquer finalement l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire. Donc c'est la première voie qui est activée par le TNF-alpha, par le récepteur du type 1, par l'intermédiaire du domaine de la mort du récepteur. Le domaine de la mort associé au récepteur du TNF-alpha, c'est une molécule adaptatrice. Le domaine de la mort associé au FAS, c'est une molécule adaptatrice également, qui va activer la procaspase, qui va être transformée en caspase, qui va activer d'autres caspases pour induire l'apoptose. Donc c'est la première voie qui est activée par le TNF-alpha. L'autre voie, c'est le recrutement d'une protéine qu'on appelle le TRAF de type 2, c'est-à-dire le facteur associé au récepteur du TNF-alpha, tout simplement. Et ce TRAF va recruter une autre protéine qu'on appelle la RIP, c'est-à-dire Receptor Interacting Protein, c'est-à-dire la protéine interagissant avec le récepteur. Donc les appellations sont données par les équipes qui ont découvert ces protéines. Et la découverte de ces protéines, bien sûr, a duré pendant des dizaines d'années. Donc, ce n'est pas facile de montrer donc, la présence d'une cellule, d'une protéine, et le rôle de cette protéine dans une voie de signalisation. Donc, la RIP, elle est activée et recrutée par TRAF de type 2. Elle va recruter à son tour deux protéines qu'on appelle la TAC. Donc, c'est tout simplement la kinase activée par le TGF-bêta, parce que la première fois qu'elle a été découverte, donc elle a été associée au TGF-bêta, donc le TGF-bêta est capable d'activer cette protéine, c'est pourquoi on l'a appelée la TAC, donc c'est une kinase activée par le TGF-bêta, qui est associée à une protéine qu'on appelle la TAB, c'est-à-dire tout simplement la protéine qui relie la TAC, c'est-à-dire TAC Binding Protein, c'est-à-dire tout simplement la protéine qui se lie à TAC. Donc, ces deux protéines vont agir en synergie pour activer des kinases. Donc, trois types de kinases, on les appelle des IKK. Pourquoi cette appellation? Parce que ce sont des kinases de IKB. Donc, ce sont des kinases de IKB, c'est pourquoi on les appelle IKK, c'est-à-dire kinases de IKB, et donc de type alpha, de type bêta et de type gamma. Donc, ce sont des sérine thréonine kinases. Et bien sûr, on est dans une famille de récepteurs associés à une sérine thréonine kinase. Donc, cette sérine thréonine kinase peut être soit la TAC, soit les IKK, alpha, bêta et gamma. Donc, vous avez des sérines thréonine kinases qui sont associées à ce récepteur. C'est pourquoi on a classé ce récepteur dans les récepteurs associés aux sérines thréonine kinases. Donc, ces kinases, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont agir sur IKB. Donc, IKB, je rappelle, c'est un inhibiteur le NF-κB. Donc, pour activer le NF-κB, il faut inhiber le IKB. Et son inhibition va commencer par sa phosphorylation. Donc, ces kinases de IKB vont le phosphoryler. Et cette phosphorylation est suivie par une ubiquitination, c'est-à-dire une fixation d'un polymère d'ubiquitine par l'ubiquitine ligase. Et cette ubiquitination va provoquer le recrutement de IKB au niveau du protéasome, ce qui va provoquer sa dégradation. Donc, le rôle de ces kinases, c'est de phosphoryler IKB. Et lorsqu'il est phosphorylé, il est ubiquitiné. Et lorsqu'il est ubiquitiné, il est dirigé vers le protéasome, il va être dégradé, ce qui va permettre de libérer le NF-κB, et le NF-κB va passer au niveau du noyau pour stimuler la transcription de centaines de gènes. Donc, ce sont tous des gènes impliqués dans l'activation du système immunitaire
et dans l'inflammation. Donc, pour récapituler, le TNF-alpha est un trimère. Il se fixe sur son récepteur qui est également un trimère. Ce récepteur contient un domaine qu'on appelle un domaine de la mort. Lorsque le TNF-alpha se fixe sur son récepteur, ce domaine de la mort est activé. Il va recruter une molécule adaptatrice qu'on appelle le TRAD, c'est-à-dire le domaine de la mort associé au récepteur du TNF-alpha, qui peut activer, donc chaque fois, les deux voies ne sont pas activées en même temps, en fonction des situations. Vous avez soit la voie de l'apoptose qui est activée, la mort cellulaire, soit la voie de la prolifération, de l'inflammation et de la survie qui va être activée en fonction des situations. Donc, lorsque c'est la voie de l'apoptose qui est activée, donc il y a le recrutement de FAS, du domaine de la mort associé à FAS, qui va recruter la procaspase 8, qui va être transformée en caspase 8, ce qui va provoquer l'apoptose. Dans d'autres situations, c'est le TRAF qui est à recruter, c'est-à-dire le facteur 2 associé au récepteur du TNF-alpha, qui va activer une protéine qu'on appelle RIP, c'est-à-dire la protéine interagissant avec le récepteur, qui va recruter deux kinases, donc la kinase activée par le TGF-bêta et la protéine associée à cette TAC. Le recrutement de ces protéines va permettre le recrutement de kinases qui vont être phosphorylées par la TAC. On les appelle des kinases de I-kappa B. Lorsqu'elles sont activées, elles vont phosphoryler I-kappa B. Lorsqu'elle va être phosphorylée, cette protéine va être en plus ubiquitinée. Et lorsqu'elle est ubiquitinée, elle est dirigée vers le protéasome, ce qui va provoquer sa dégradation. Et lorsque cette protéine est dégradée, le NF-kappa B peut passer au niveau du noyau pour se fixer sur les promoteurs de plusieurs centaines de gènes pour stimuler la majorité des gènes qui sont impliqués dans l'inflammation pour induire la prolifération, la survie et l'inflammation. Donc, on va essayer de décrire les protéines avec un peu plus de détails. Donc, comme j'ai dit, le TNF-alpha se fixe sur son récepteur. Il va recruter TRAD. TRAD va activer TRAF de type 2. Et vous avez ici, donc, vous n'êtes pas obligé de retenir, bien sûr, les structures des protéines qui sont présentées. C'est juste pour vous donner une idée de ces protéines. Donc, les TRAF sont au nombre de 6. Donc, il y a le TRAF 1, le TRAF 2, le TRAF 3 jusqu'au TRAF 6. Donc, ils contiennent plusieurs domaines, donc des doigts de zinc. Avec ici, ce qui est important de noter, c'est la présence de deux lysines. Donc, le cas indique la lysine à la position 48 et 63. Ces lysines peuvent être modifiées par des ubiquitinations, ce qui va modifier l'activité de la protéine. Donc, une région qu'on appelle également TRAF de type 1, TRAF de type 2, avec des doigts de zinc également, et un domaine qu'on appelle MAT domaine, qui intervient donc dans l'interaction avec le récepteur. Donc, cette région-là va permettre au TRAF2 d'interagir avec le récepteur. Donc, l'autre protéine qui est recrutée, c'est la RIP. Là aussi, vous avez donc la structure de la RIP, de la protéine RIP, donc RIP de type 1, RIP de type 3. Donc, chaque fois, il y a plusieurs types au niveau de ces familles d'enzymes. Donc, c'est une sérine-thréonine kinase avec un domaine sérine-thréonine kinase, un domaine intermédiaire, un domaine de la mort également qui peut activer l'apoptose. Donc, cette protéine peut induire soit l'apoptose par le domaine de la mort, soit la prolifération, l'inflammation par le domaine kinase, le domaine sérine-thréonine kinase. Donc, l'autre protéine qui interviennent, ce sont les I-kappa B, c'est-à-dire les inhibiteurs les kinases de l'I-kappa B plutôt. Donc, les protéines qui vont phosphoryler l'inhibiteur du facteur de transcription NF-kappa B. Donc, il y en a plusieurs, donc alpha, bêta et gamma.
Donc, elles contiennent un domaine kinase, bien sûr, mais également d'autres régions qui vont leur permettre d'interagir avec le NF-κB ou bien d'être ubiquitinées et dirigées vers le protéasome. Donc, vous voyez sur ce schéma que la TAC1, lorsqu'elle est activée par TRAF2, elle va phosphoryler IKB, IKKB par bêta et IKK alpha. Et ce sont ces deux kinases qui vont phosphoryler IKB pour l'inhiber. Donc, l'autre protéine qui va intervenir, ce sont les IKB, c'est-à-dire l'inhibiteur du NF-κB. Donc, il en existe plusieurs types, donc 7 en tout. Donc, elles présentent des domaines qu'on appelle des domaines ankyrines à répétition. Donc, ce sont les IKB, ce sont les inhibiteurs du NF-κB. Et là, vous avez une particularité au niveau de ces protéines, la P100 et la P105. En fait, ces deux protéines contiennent les monomères de NF-κB. La P52, c'est un monomère du NF-κB qui est associé d'une façon covalente avec IKB. Donc, je rappelle, pour comprendre un petit peu le mécanisme. Donc, IKB est un inhibiteur du NF-κB. NF-κB, donc c'est le P52, c'est un dimère qui est formé par deux sous-unités, mais dans certains cas, le IKB fait partie de la protéine. Il est lié d'une façon covalente, soit à P50 pour donner la P100, soit à P52, comme on le voit sur ce schéma. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Donc, vous avez des IKB qui s'associent avec le NF-κB. Dans certains cas, le NF-κB, qui est représenté par la P52 ici et la P50, sont associés d'une façon covalente avec IKB pour donner P100 et P105. Alors, P100, c'est quoi? C'est d'une part l'IKB, c'est-à-dire l'inhibiteur, qui est associé d'une façon covalente avec NF-κB. Dans ce cas-là, c'est la P52. Et la P105, c'est quoi? C'est l'IKB, c'est-à-dire l'inhibiteur, qui est associé d'une façon covalente avec le NF-κB, c'est-à-dire la P50. Par contre, pour les autres molécules de IKB, donc, ils vont s'associer d'une façon non covalente avec NF-κB. Mais le mécanisme d'activation est le même. Donc, le NF-κB, soit il est associé d'une façon covalente avec le NF-κB, c'est le cas de la P100 et la P105, soit il est associé d'une façon non covalente avec le NF-κB. Dans tous les cas, c'est un inhibiteur du NF-κB. Et pour activer le NF-κB, il faut activer les kinases de IKB, et ces kinases vont phosphoryler IKB, et cette phosphorylation va être suivie d'ubiquitination, la dégradation et la translocation du NF-κB au niveau du noyau pour activer la transcription des gènes et induire la survie, la prolifération et l'inflammation. Donc, vous avez ici les protéines du NF-κB les différents monomères qui peuvent former ce facteur de transcription. Donc, on les appelle des protéines REL. Donc, vous avez soit la REL A, qu'on appelle également la P65, la REL B, la CREL, et puis vous avez les deux protéines qui sont associées d'une façon covalente avec IKB, c'est-à-dire l'inhibiteur. Ce sont la P105, pardon, qui peut être dégradée pour qu'elle soit activée pour donner la P50, ou là, la P100, qui peut être dégradée pour donner la P52. Donc, ces protéines peuvent s'associer pour donner différentes formes de NF-κB. Donc, le NF-κB peut être formé par deux P52, c'est-à-dire un dimère de P52, un dimère de P50, une P52 et une REL B, REL A avec dimérisation avec CREL,
P50 qui peut se dimériser avec REL-A. Donc, ce sont la majorité des dimères qu'on retrouve et qui peuvent former le NF-kappa-B. Et chaque type de NF-kappa-B va posséder, bien sûr, des activités communes à toutes les molécules de NF-kappa-B, bien sûr, avec des spécificités aux différents dimères. Donc, le NF-kappa-B, c'est quoi? C'est un dimère de protéines REL. Et les protéines REL, elles sont au nombre de 5. Et chaque fois, vous avez un dimère de 2 types de protéines REL. Et la particularité de P105 et de P100, c'est qu'elles contiennent déjà dans leur structure l'inhibiteur le IKB, pardon, et l'activation de ces protéines nécessite la dégradation et la libération pour obtenir la P50 et la P52. Par contre, pour les autres molécules, donc elles sont associées d'une façon non covalente avec le IKB. Et lorsque le IKB est phosphorylé, il va être dissocié de ces protéines, il va être ubiquitiné et il va être dégradé. Donc, c'est toujours le schéma de tout à l'heure. Donc, avant de poursuivre, donc on va marquer une petite pause et pour vous demander est-ce que la voie de signalisation est claire ou bien si vous avez des questions, on peut s'arrêter 5 à 10 minutes pour éclaircir les différentes étapes. Oui, c'est clair, monsieur. C'est clair, donc on peut continuer. Monsieur, c'est pas. Non. Oui. Monsieur, non, c'est pas. Monsieur, Oui. non, c'est pas clair. Là où vous avez parlé de voie de mort de cellulaire. Oui. Oui, je veux cette voie-là, cette voie. Oui. Donc la voie de la mort cellulaire, c'est la plus simple en fait. Donc lorsque le TNF-alpha se fixe sur son récepteur, le récepteur du TNF-alpha contient un domaine de la mort. On l'appelle domaine de la mort parce qu'il induit l'apoptose. Lorsque le domaine est activé, et il recrute une molécule adaptatrice qu'on appelle la TRAD, c'est-à-dire le domaine de la mort associé au récepteur du TNF-alpha. Et cette molécule adaptatrice peut soit déclencher la voie de la survie et de l'inflammation, ou là, en fonction des situations, la voie de la mort cellulaire. Et pour induire la voie de la mort cellulaire, il y a le recrutement de FAD, c'est-à-dire le domaine de la mort associé à FAS. Et FAD, elle va activer la procaspase en caspase. Et les caspases, bien sûr, je ne sais pas si vous avez étudié les mécanismes de l'apoptose. Les caspases, ce sont des enzymes, ce sont des protéases qui vont provoquer la dégradation des constituants cellulaires et l'activation de voies de la destruction cellulaire qui va provoquer la mort cellulaire par apoptose. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelle est l'origine de l'IKB? Le rôle? L'origine. L'origine de IKB, c'est une protéine. On en a parlé déjà dans des séances précédentes. Donc, par exemple, le TGF-bêta stimule le gène du IKB, les SMAD, si vous vous souvenez. C'est une protéine qui est codée par un gène. Et ce gène est activé par le TGF-bêta qui est anti-inflammatoire. Et lorsqu'il est synthétisé, il va se fixer sur une FKB pour l'inhiber, pour empêcher l'inflammation. Donc, c'est une molécule anti-inflammatoire qui bloque, c'est une protéine cellulaire synthétisée à partir de gènes. Et à l'état de repos, lorsqu'il n'est pas phosphorylé, il se fixe sur le NF-kappa B et va provoquer son inhibition. Et pour activer le NF-kappa B, ce facteur I-kappa B, il doit être phosphorylé, ubiquitiné et dégradé. Et beaucoup d'approches thérapeutiques actuellement, des molécules anti-inflammatoires, visent à empêcher la dégradation de I-kappa B. Donc, il y a des inhibiteurs de l'ubiquitination, de petites molécules, qui empêchent l'ubiquitination de I-kappa B. Et en empêchant l'ubiquitination du I-kappa B, ils empêchent la dégradation de ce facteur, ce qui va permettre de maintenir le NF-kappa B sous forme d'inhibition, ce qui va empêcher l'effet inflammatoire de ce facteur. Donc, le I-kappa B, c'est une protéine cellulaire codée par un gène qui est stimulée par des facteurs anti-inflammatoires, les glucocorticoïdes par exemple, le TGF-bêta. Et son rôle, c'est de bloquer le NF-kappa B parce que le NF-kappa B, c'est un facteur de transcription pro-inflammatoire
qui induit une inflammation très sévère et très aiguë. Et pour le bloquer, donc la cellule, donc, lorsqu'il y a un effet anti-inflammatoire sous l'effet du TGF-bêta, permet la synthèse de IKB pour inhiber cette protéine, empêcher sa translocation au niveau du noyau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, professeur, j'ai une question. Oui. À propos de la caspase 8, les caspases qui vont venir après et qui vont activer l'apoptose. Est-ce que comment cette apoptose va se faire? Est-ce que c'est à travers l'inhibition de l'ADN ou bien destruction de protéines ou Oui, il va y avoir il va y avoir la destruction des constituants cellulaires, des organites et des différents constituants cellulaires. Mais l'apoptose, son avantage, c'est que ce n'est pas comme la nécrose. Donc, tous les fragments de la cellule qui vont être le résultat de cette apoptose vont être entourés par une membrane, ce qui va protéger le milieu extérieur des DOMS. Parce que qu'est-ce qui se passe pour la nécrose? Il va y avoir la destruction des membranes et les constituants cellulaires vont être déversés au niveau du milieu extracellulaire. Et si ce phénomène s'accentue, ça peut provoquer des maladies auto-immunes. Donc, il y a des antigènes intracellulaires qui ne doivent pas être exposés. Et lorsqu'il y a une nécrose, ils vont être exposés. Il va y avoir l'activation du système immunitaire contre les molécules du soi. Ça va générer également des DOMPS également, qui va générer des inflammations. Et ça peut provoquer, c'est l'une des causes des maladies inflammatoires. Les rhumatismes, la sclérose en plaques, les maladies neurodégénératives. L'apoptose, son avantage, c'est que tous les constituants qui résultent de la destruction cellulaire sont protégés par la membrane. Donc, il n'y a pas de libération de contenu cellulaire à l'extérieur de la cellule. Et ces débris cellulaires entourés par les membranes vont être nettoyés par les macrophages, par les cellules phagocytes, donc pour empêcher donc le déclenchement de maladies auto-immunes ou bien de réactions inflammatoires. Donc, les caspases, elles vont activer des protéases, elles vont activer des lipases, elles vont activer beaucoup d'enzymes qui vont dégrader les phospholipides et les constituants cellulaires, l'ADN, les protéines cellulaires, et la cellule va être coupée dégradée en morceaux, et tous ces morceaux vont être entourés par une membrane, ce qui protège donc le déclenchement de maladies auto-immunes ou bien de réactions inflammatoires sévères. D'accord, merci. Merci. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Donc, comme j'ai dit au début de cette séance, le TNF-alpha peut agir sous forme soluble après la libération par ADAM17, c'est-à-dire une protéase, soit il peut être agi sous forme membranaire. Donc, il va rester à la membrane et la cellule qui exprime le TNF-alpha membranaire va se lier grâce au TNF-alpha membranaire au récepteur de type 2 du TNF-alpha. Et le récepteur de type 1 peut activer soit l'apoptose, c'est ce que je viens de décrire. Dans certaines situations, il y a l'intervention de la PI3 kinase et d'autres protéines qu'on appelle des protéines NIC. Mais dans tous les cas, quelles que soient ces voies de signalisation, vous avez l'activation des kinases de IKB, alpha et bêta, mais également gamma, ce qui va permettre l'inhibition de IKB, l'activation de NF-κB et la survie cellulaire et l'inflammation. Donc, le IKB qui est phosphorylé par les kinases de IKB va être dissocié de NF-κB, il va être ubiquitiné, il va être dégradé. Et les deux voies, la voie du récepteur de type 1 et la voie du récepteur de type 2, donc convergent au niveau de la voie des MAP kinases, notamment au niveau de la MAP kinase de type GNK, qui va soit activer la NF-κB ou bien induire la survie et la prolifération cellulaire. Donc, les deux récepteurs convergent au niveau des MAP kinases, mais également au niveau de NF-κB. Et la particularité du récepteur du type 1, c'est sa capacité d'activer également, dans certaines situations, l'apoptose. Par contre, le récepteur de type 2 n'est pas couplé à la voie de l'apoptose, il est couplé uniquement à la voie des MAP kinases qui donnent la survie et la prolifération cellulaire, et la voie de NF-κB qui va donner également la survie
cellulaire, la prolifération cellulaire et l'inflammation. D'autres voies peuvent être également activées. Donc la voie, j'en ai déjà parlé. Donc là, vous avez avec un peu plus de détails la voie de l'apoptose, avec l'activation de la caspase, la voie de la bide, quel que soit le type de protéine qui intervient, donc c'est toujours la mort cellulaire. Et de l'autre côté, vous avez le recrutement d'une protéine qu'on appelle une kinase, un signal de régulation, une kinase apoptosis signal regulating kinase, c'est-à-dire une kinase qui active l'apoptose. L'activation de la voie des MAP kinases et de GNK, AP1 qui est formé par 6-phos et Joule, ou bien l'activation de NF-kappa-B en dégradant I-kappa-B. Pour les gènes qui sont codés ou là, qui sont activés par le NF-kappa-B, comme j'ai dit, ce facteur de transcription peut activer jusqu'à 1500 gènes. Donc ces gènes peuvent être soit des protéines REL, par exemple I-kappa-B, qui va permettre d'avoir le feedback négatif, si vous voulez. Donc, il y a comme la protéine SOX et comme le SMAD de type 7 et de type 6 pour la voie du TGF-bêta. Là aussi, vous avez le I-kappa-B libre, ou là, comme j'ai dit tout à l'heure, le I-kappa-B qui est associé à NF-kappa-B sous forme de la protéine P105, ou là, des protéines du NF-kappa-B qui sont stimulées par NF-kappa-B. Vous avez des protéines de la phase de réponse aiguë de l'inflammation, comme l'angiotensinogène, les protéines amyloïdes sériques, les fractions C3 du complément, le facteur B du complément également qui sont stimulés, ainsi que les autres protéines du complément. Vous avez des molécules d'adhésion, les VCAM, les LAM et les ICAM qui permettent le recrutement des cellules immunitaires au niveau du foyer de l'inflammation, ce qui va permettre d'accentuer et d'augmenter l'inflammation et de permettre donc la défense contre les organismes pathogènes. Mais dans les cas pathologiques, ça va provoquer donc une inflammation chronique qui est délétère, qui va provoquer donc beaucoup de pathologies. La libération de beaucoup de cytokines pro-inflammatoires, comme le TNF-alpha lui-même, les interférons, et beaucoup d'interleukines de type 1, de type 2, de type 6, de type 8, etc. Donc vous avez toutes les molécules qui interviennent dans le système immunitaire et dans l'inflammation sont stimulées par le NF-kappa-B. Et de ce fait, donc, beaucoup de stratégies thérapeutiques pour bloquer soit les maladies auto-immunes ou les maladies inflammatoires visent cette voie de signalisation. Et parmi les traitements les plus utilisés, donc les inhibiteurs du TNF-alpha, donc des anticorps qui sont dirigés soit contre le TNF-alpha, soit contre le récepteur du TNF-alpha, ou bien des petites molécules qui peuvent interagir avec la dégradation de I-kappa-B. Et toutes ces molécules possèdent un effet anti-inflammatoire très puissant qui est utilisé dans beaucoup de pathologies, notamment dans les maladies, dans les rhumatismes en général, et dans la maladie d'Alzheimer. Donc, on va terminer par deux exemples d'autres facteurs qui ne sont pas forcément le TNF-alpha, qui activent cette voie de signalisation. Et dans ce premier cas, c'est le RANKL, c'est-à-dire RANKL, c'est le ligand de RANK. Donc, vous avez un récepteur qu'on appelle RANK, qui est exprimé par les ostéoclastes. Et les ostéoclastes, ce sont des cellules qui dégradent l'os. Donc, ils sont issus de la lignée hématopoïétique. Et leur maturation et leur différenciation nécessitent l'activation de RANK par RANKL. Donc, sous l'effet de cytokines pro-inflammatoires, comme le TNF-alpha, l'interleukine 6, l'interleukine 1 et beaucoup d'autres facteurs, beaucoup d'autres cytokines et de facteurs de croissance, les ostéoblastes sont stimulés. Donc, les ostéoblastes, ce sont des cellules qui synthétisent l'os. Elles permettent la formation osseuse. Donc, sous l'effet de cytokines, les ostéoblastes vont libérer le RANKL, d'accord?
et le RANK L va se fixer sur son récepteur qui est le RANK. Le RANK va recruter une molécule de TRAF qui est de type 6, différente de TRAF1 et de TRAF2 qui sont activées par le récepteur du TNF-alpha. Et ce TRAF6 va recruter également donc la TAC1, les TAB1 et 2, donc on a déjà parlé de ces protéines, c'est-à-dire la kinase activée par le TGF-bêta, ou là les protéines liées à la TAC, ou là associées à la TAC. Donc ces protéines vont permettre l'activation des kinases de IKB suite à la phosphorylation par la TAC. Et lorsque ces protéines sont activées, elles vont phosphoryler IKB, qui va être en plus ubiquitiné. Il va être dirigé vers le protéasome, il va être dégradé, ce qui va permettre au NF-κB de passer au niveau du noyau de l'ostéoclaste pour stimuler la transcription de gènes. Et ces transcriptions, ces gènes vont permettre d'abord la différenciation des ostéoclastes, parce que ce phénomène existe d'abord sur les pro-ostéoclastes, c'est-à-dire les cellules précurseurs des ostéoclastes. Ça va permettre la différenciation, c'est ce qu'on appelle l'ostéoclastogénèse, c'est-à-dire la production des ostéoclastes. Et ensuite, sur les ostéoclastes, le NF-κB va stimuler la résorption osseuse, c'est-à-dire la destruction de l'os. Donc, les ostéoblastes vont libérer des protons H+, vont libérer des enzymes, des protéases qui vont dégrader la masse osseuse, et les protons H+, vont dégrader le minéral osseux, ce qui va permettre la résorption de l'os. Donc, chez un sujet dans la période en bas âge, donc bien sûr la formation l'emporte sur la résorption. À partir de l'adolescence et à la fin de la croissance, vous avez un équilibre entre la formation et la résorption de l'os jusqu'à l'âge de 45-50 ans. À partir de cet âge, c'est la résorption qui va l'emporter. Vous avez plus de dégradation de l'os que de formation de l'os, c'est-à-dire que les ostéoclastes vont devenir plus nombreux, ils vont devenir plus actifs, la destruction de l'os va augmenter. Par contre, le nombre d'ostéoblastes va diminuer et leur activité va diminuer et ça va provoquer une diminution de la formation, une augmentation de la résorption et ça va provoquer donc une fragilisation progressive de l'os. Donc, c'est tout à fait normal avec le vieillissement. Et chez le jeune adulte, ou là, avant le vieillissement, ou là, avant la ménopause, surtout chez la femme, les œstrogènes vont permettre la synthèse d'une protéine qu'on appelle l'OPG, c'est l'ostéoprotégérine, on l'a appelé comme ça parce qu'elle protège l'os. Et le rôle de cette protéine, c'est de s'associer avec RANK L pour l'inhiber. Elle va inhiber RANK L, elle va l'empêcher de fixer sur le RANK, elle va empêcher la différenciation des ostéoclastes, elle va empêcher la résorption. Donc, chez le jeune adulte, vous avez donc deux phénomènes. Un phénomène de résorption, mais également un phénomène d'inhibition de la résorption sous l'effet des OPG, ce qui va donner donc lieu à une résorption modérée, équilibrée par une formation et une masse osseuse normale. Et donc la masse osseuse donc normale, il n'y a pas de résorption excessive, il n'y a pas de risque de fragilisation de l'os, il n'y a pas de risque d'ostéoporose qui est une fragilisation de l'os. D'accord? Par contre, à la ménopause, qu'est-ce qui va se passer? Donc à la ménopause, il y a l'arrêt de la sécrétion des oestrogènes. Donc il n'y a plus de libération de l'OPG. Donc l'OPG n'est plus sécrété, il n'y a pas moyen de bloquer le RANK L. Et dans ce cas-là, il y a augmentation, bien sûr, de l'inflammation après la ménopause. Il y a une inflammation chronique qui va augmenter la libération des cytokines, que ce soit le TNF-alpha, l'interleukine 1, 6, etc. Ce qui va augmenter la sécrétion du RANK L. Donc on a un taux de RANK L élevé. On n'a pas d'OPG qui va bloquer ce RANK L. Donc on a une activation excessive de la production des ostéoclastes. Donc l'ostéoclastogénèse va augmenter d'une part, mais également la résorption osseuse va augmenter. Ces ostéoclastes vont être très actifs parce qu'il y a beaucoup de RANK L, ce qui va provoquer une résorption exagérée
et cette résorption osseuse va provoquer donc à la longue ce qu'on appelle l'ostéoporose post-ménopausique, c'est-à-dire une fragilisation de l'os très importante, ce qui peut donner lieu à des fractures non traumatiques, c'est-à-dire que l'individu, en l'occurrence la femme en phase de ménopause avancée, peut être victime de fractures sans traumatisme. Donc un simple mouvement ou un simple poids qu'elle soulève, etc., ça peut provoquer des fractures au niveau des différentes régions. Et les fractures les plus graves, ce sont les fractures au niveau du col du fémur. Ce sont des fractures handicapantes qui peuvent provoquer donc beaucoup de comorbidité, beaucoup de morbidité. Elles provoquent 30% de mortalité chez les femmes en phase de ménopause avec une résorption post-ménopausique. Donc, avant la ménopause, les oestrogènes permettent de produire l'OPG pour bloquer le rank L, ce qui va réduire la résorption osseuse et la différenciation des ostéoclastes. Après la ménopause, donc la diminution, l'absence des oestrogènes va augmenter l'inflammation déjà, va augmenter le rank L, va augmenter le nombre d'ostéoclastes, va augmenter la résorption, ce qui va provoquer la fragilisation de l'os et le risque de résorption osseuse. Donc, comment lutter contre cette résorption osseuse? Donc, la lutte, c'est déjà la prévention. Donc, chez les jeunes filles, bien sûr, il est très important d'avoir ce qu'on appelle un statut osseux convenable. Donc, à partir de la croissance, de l'âge très jeune, ou l'adolescence, ou l'âge adulte. Donc, il faut qu'il y ait un apport de calcium suffisant, un apport de vitamine D suffisant, une activité physique, une exposition au soleil pour avoir une minéralisation osseuse suffisante. C'est ce qu'on appelle le statut osseux à la ménopause. Donc, la femme va arriver à la ménopause avec un statut osseux bien déterminé. Donc, il a le statut osseux suffisant parce que le style de vie, par une alimentation équilibrée, par un apport calcique suffisant, un apport en vitamine D suffisant, une activité physique suffisante. Donc, la femme à la ménopause va arriver avec un statut osseux convenable et suffisant. Donc, la résorption osseuse, donc ça ne va pas provoquer donc une ostéoporose. Donc, il y a une fragilisation de l'os normale avec le vieillissement. La pathologie de la résorption osseuse. Par contre, si la femme arrive à la ménopause avec un déficit du statut osseux, parce que l'alimentation n'était pas équilibrée, l'apport en calcium, en vitamine D, suffisant, il n'y avait pas d'activité physique parce que l'activité mécanique stimule la formation de l'os. Donc, il a qu'un os déjà fragile à la ménopause. Et ensuite, vous avez donc cet effet de l'absence des oestrogènes. La fragilisation de l'os va s'accentuer et ça va provoquer donc la résorption osseuse qui est très fréquente après la ménopause chez beaucoup de femmes. Donc, un autre exemple, c'est, on va passer au niveau… Oui. Monsieur, s'il y a des questions? Oui, monsieur. Monsieur, ce qui concerne l'ostradiol, est-ce que les phtalates vont imiter le rôle de l'ostradiol pour protéger contre la résorption chez les femmes ménopausées? Bon, c'est ce qu'on appelle les perturbateurs du système endocrinien. Et il y a également les phytoestrogènes, on les trouve dans le lin, dans le soja. Ils peuvent simuler l'effet de l'ostrogène. Mais bon, les phytoestrogènes, ils ont un rôle positif, donc des effets secondaires. Donc, il vaut mieux pour activer le récepteur des oestrogènes, il faut prendre les graines, les phytoestrogènes. Donc, les lignons qui sont des phytoestrogènes, ou le soja, il fait également des phytoestrogènes. Et ces phytoestrogènes peuvent compenser, marcher à 100%. Donc, ils peuvent aider à limiter cet effet de la ménopause. Par contre, les phtalates, bien sûr, ils peuvent activer les récepteurs des oestrogènes, voilà que les effets néfastes sont beaucoup plus importants que l'avantage concernant l'inhibition de la résorption osseuse. Donc, il a parce qu'il y a déjà des traitements substitutifs, les keitata, des médicaments, le raloxifène par exemple. Ce sont des molécules qui sont données pour se substituer aux oestrogènes.
Et le problème de la thérapie substitutionnelle après la ménopause, c'est le risque à obtenir le cancer du sein et le cancer de l'utérus. Parce qu'un excès d'activation du récepteur des oestrogènes peut augmenter chez les femmes des antécédents familiaux de cancer de sein ou là de cancer de l'utérus. Ça peut provoquer donc une augmentation du risque de cancer. Donc il y a actuellement des molécules qu'on appelle des modulateurs sélectifs, c'est-à-dire des molécules qui peuvent activer le récepteur des oestrogènes au niveau de l'os pour empêcher la résorption. En même temps, ils inhibent le récepteur des oestrogènes au niveau du sein et au niveau de l'utérus pour empêcher donc l'augmentation du risque du cancer. Donc, ce sont des modulateurs sélectifs du récepteur des oestrogènes. Par exemple, les phtalates ou les autres perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans les pesticides, là, dans les plastiques, ou là, dans beaucoup de substances polluantes, bon, ils ont le petit avantage de diminuer la résorption osseuse, voilà qu'il l'effet d'Yelhom sur le cancer du sein, le cancer de l'utérus, est beaucoup plus grave que le petit avantage qu'il apporte en inhibant la résorption osseuse. Par contre, les lignons, les phytoestrogènes qu'on trouve dans les graines de lin ou là au niveau du soja et dans d'autres plantes, ils sont bénéfiques. La prise d'Yelhom la ménopause pendant toute la vie. Donc la consommation de graines de lin, de graines de soja, permet donc d'augmenter l'apport en oestradiol pour permettre une augmentation de la formation osseuse. D'accord? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que la testostérone a le même rôle de l'oestrogène chez la femme? La testostérone, c'est un anabolisant également. Donc, elle permet la formation de l'os également, pas par l'intermédiaire de l'OPG, mais c'est un effet anabolisant de formation osseuse. Et avec la sénescence également chez l'homme, la diminution, parce que l'andropause, elle est plus tardive chez l'homme, donc la ménopause, l'arrêt de la sécrétion des oestrogènes. Donc, chez l'homme, le vieillissement, la sécrétion des androgènes, elle diminue certes, mais cette diminution des androgènes va induire également une fragilisation de l'os chez l'homme. Mais elle est plus tardive. Et la sécrétion des androgènes quand même, où l'homme a les androgènes peuvent être transformés en oestradiol. La testostérone est transformée dans certains tissus par des enzymes en oestradiol qui va activer les récepteurs des oestrogènes et permettre d'induire certains effets des oestradiols. Donc, chez l'homme, il y a également la sénescence, il y a la fragilisation de l'os, mais elle est plus lente et plus tardive si on la compare avec la femme, où à la ménopause, vous avez un arrêt définitif de la sécrétion des oestrogènes. Par contre, chez l'homme, il y a une diminution progressive de la libération des androgènes et la quantité qui reste sécrétée va permettre d'induire donc un effet anabolisant, une formation de l'os qui va ralentir la fragilisation de l'os. Chez l'homme également, à partir de l'âge de 70 ans, 80 ans, on peut avoir également l'ostéoporose via la sénescence et la fragilisation de l'os, des fractures le col du fémur également, avec toutes les conséquences handicapantes et l'immobilisation, la sédentarité conséquente, ce qui va provoquer la détérioration de toutes les fonctions de l'organisme. Ça va provoquer en général, dans la majorité des cas, la mortalité au bout de 2-3 ans après la fracture, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Chez la femme, le phénomène est beaucoup plus rapide parce qu'il y a un arrêt de la sécrétion des oestrogènes. Par contre, chez l'homme, c'est plus tardif du fait que la sécrétion des androgènes continue quand même jusqu'à un âge bien avancé. Merci. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer avec le FAS, le FAS ligand. Donc, les cellules cytotoxiques, que ce soit les natural killers qui appartiennent, ce sont des lymphocytes de l'immunité innée ou les lymphocytes T8 de l'immunité adaptative pour tuer les cellules infectées par les virus, par exemple, ou là, les cellules tumorales, ou là, les cellules de la greffe,
qui vont être rejetées par la suite par l'organisme, elles vont utiliser donc un récepteur qui appartient à la superfamille du TNF-alpha, donc c'est le FAS. C'est un trimère également qui contient un domaine de la mort, pardon, le récepteur du TNF-alpha. Et à l'état de repos, donc vous avez ce récepteur au niveau de la membrane. Vous avez les protéines FAD que j'ai décrites tout à l'heure, c'est-à-dire les domaines de la mort associés à FAS, qui est le récepteur lui-même. Et vous avez les procaspases de type 8. Donc, supposons que vous avez une cellule infectée par un virus, par exemple, ou là, une cellule étrangère, il va y avoir l'activation des lymphocytes, soit les natural killers ou là, les lymphocytes T8, qui vont exprimer un ligand qu'on appelle FAS. Donc, c'est un ligand membranaire, il n'est pas libéré dans le milieu extracellulaire. C'est le lymphocyte ou la natural killer qui va venir et se fixer sur le FAS par le FAS ligand. Et cette association va permettre le recrutement des protéines FAD. Donc, les protéines FAD vont être recrutées au niveau du domaine de la mort de FAS. Et ce recrutement va permettre leur activation et le recrutement des procaspases. D'accord? Donc, la fixation de FAS ligand va activer FAS, ce qui permet de recruter FAD. Et FAD va permettre le recrutement de procaspases. Les procaspases vont être dégradées pour donner les caspases de type 8. Et ces caspases de type 8 vont activer d'autres caspases, des caspases de type 3, entre autres. Et ces caspases de type 3 vont activer des lipases, des protéases et des DNases, c'est-à-dire des molécules qui vont dégrader les lipides, les protéines et l'ADN. Et toutes ces protéines vont donner donc la destruction de la cellule, ce qu'on appelle l'apoptose, avec la libération de fragments cellulaires qui sont entourés par la membrane, ce qui est différent de la nécrose, parce que la nécrose, c'est la destruction de la paroi de la membrane cellulaire et la libération des constituants cellulaires à l'extérieur de la cellule. Donc, ce mécanisme va permettre à une cellule, soit une natural killer ou un lymphocyte T8 cytotoxique. Bien sûr, un lymphocyte T8 cytotoxique, il faut d'abord la fixation du TCR sur le CMH1 avec l'antigène viral. Donc, à de la cellule infectée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dégrader le virus, elle va prendre un antigène, elle va le mettre sur le CMH1, et lorsque le lymphocyte T8 qui possède le TCR qui est spécifique de cet antigène viral reconnaît cet antigène viral, il va y avoir la fixation de FAS ligand sur le FAS, ce qui va déclencher la mort de cette cellule, l'apoptose, ce qui va permettre de tuer les cellules infectées et empêcher la réplication virale et empêcher donc l'augmentation de l'inflammation, de l'infection virale. Donc, c'était la dernière diapositive de cette séance. Donc, on a vu le récepteur du TNF-alpha d'une part. Puis, j'ai donné l'exemple le rank L et le rank et son rôle au niveau de la résorption osseuse. J'ai terminé avec le FAS ligand et le FAS qui permet donc aux cellules lymphocytaires, que ce soit les lymphocytes T8 ou là les natural killers, de tuer les cellules infectées en général par des virus, mais également ce mécanisme peut tuer les cellules de la greffe. Donc quand vous greffez un tissu à l'organisme, les cellules de la greffe expriment un CMH de type 1 avec un antigène étranger, et les cellules T8 spécifiques de cet antigène étranger vont induire la mort des cellules de la greffe, ce qui va provoquer le rejet de la greffe. C'est pourquoi, lorsqu'on fait une greffe, on traite les patients par des immunosuppresseurs et par des immunomodulateurs pour empêcher cette hyperactivation des cellules T pour empêcher le rejet de la greffe. Ça va être la dernière diapositive de cette séance. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, j'ai une question en ce qui concerne le TGF-alpha. Est-ce qu'il va influencer le métabolisme du glucose par la protéine GNK? Le TGF-bêta, bon,
Comme ça, de mémoire. Non, le TNF-alpha. Le TNF-alpha. Oui. Le TNF-alpha. Donc, le TNF-alpha, donc le mécanisme c'est au niveau du système immunitaire. C'est au niveau du système immunitaire. Un effet sur le récepteur de l'insuline avec la phosphorylation de l'IRS, donc l'inflammation, y compris le TNF-alpha, va provoquer la phosphorylation de l'IRS, donc c'est oui, le substrat du récepteur de l'insuline, et cette phosphorylation va provoquer la résistance à l'insuline. Donc la voie de la signalisation de l'insuline est bloquée, et ça va provoquer une résistance à l'insuline, et c'est l'une des causes du diabète de type 2. La résistance à l'insuline sans le diabète de type 2 est un problème au niveau de beaucoup de tissus. Donc, elle provoque beaucoup d'effets délétères, que ce soit au niveau du cœur, ou là, au niveau du système nerveux, ou là, au niveau du tissu adipeux. Cette résistance à l'insuline est l'une des composantes des pathologies associées à l'obésité. L'obésité, avec surtout le tissu adipeux abdominal, de l'inflammation au niveau de ce tissu abdominal avec la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, même le TNF-alpha. Et le TNF-alpha va induire beaucoup d'effets qui sont néfastes. Et parmi les effets du TNF-alpha, c'est la phosphorylation du l'IRS, la résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline, c'est l'origine de beaucoup de problèmes. Donc, quand on a l'inflammation, quand on a la résistance à l'insuline, quand on a l'augmentation des radicaux libres, quand on a la dyslipidémie, bien sûr la glycémie radicale, puisque le diabète de type 2 a la résistance à l'insuline, et tous ces paramètres vont provoquer ce qu'on appelle donc, le syndrome métabolique qui est associé à l'hypertension artérielle, associé à l'athérosclérose, associé aux maladies cardiaques, associé aux maladies neurodégénératives, associé à la dépression, associé au cancer, etc. Donc, il y a un lien entre l'inflammation et le métabolisme glucidique par l'intermédiaire de l'IRS. Maintenant, est-ce qu'il y a un effet sur le métabolisme du glucose directement? Bon, à ma connaissance, là. Ce qu'il y a, c'est une interaction avec le récepteur des glucocorticoïdes et le NF-κB. Les glucocorticoïdes, ce sont des anti-inflammatoires. Et pour induire l'effet anti-inflammatoire, ils agissent en inhibant les gènes pro-inflammatoires et stimulant les gènes anti-inflammatoires, mais également en interagissant avec le NF-κB. Il y a une inhibition mutuelle. Le NF-κB inhibe le récepteur des glucocorticoïdes et les récepteurs des glucocorticoïdes inhibent le NF-κB. On sait que les glucocorticoïdes peuvent induire la néoglucogénèse également. Donc, quand le NF-κB inhibe le récepteur des glucocorticoïdes, ça peut inhiber la néoglucogénèse et réduire la formation du glucose à partir des acides gras et des acides aminés. J'espère que j'ai répondu à votre question. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Comment les triglycérides provoquent la résistance à l'insuline? Comment? Les triglycérides provoquent la résistance à l'insuline. Les triglycérides? Oui. Bon, l'impact des triglycérides à la résistance à l'insuline, bon, je n'ai pas de réponse. Voilà, en général, comme j'ai dit, ce qui se passe, c'est l'obésité, une dyslipidémie. Ce qu'on appelle une dyslipidémie, c'est-à-dire une augmentation des triglycérides, une augmentation des LDL, cholestérol, une diminution de HDL, une augmentation du cholestérol total. C'est un tableau qui fait partie de l'obésité. Et cette obésité est associée, comme j'ai dit, à une inflammation chronique avec une sécrétion de cytokines, ce qui induit la résistance à l'insuline par la phosphorylation de l'IRS. Maintenant, est-ce qu'il y a un effet direct des triglycérides sur le récepteur de l'insuline ou là sur la voie de signalisation de l'insuline? À ma connaissance, je ne sais pas. C'est à vérifier. L'obésité et la dyslipidémie est associée à l'inflammation. L'inflammation induit la résistance à l'insuline. L'hyperglycémie elle-même, le glucose,
Il provoque donc une augmentation de la sécrétion de l'insuline. Et cette hypersécrétion de l'insuline va induire également une diminution du nombre de récepteurs, une diminution de l'affinité du récepteur. Donc, par la désensibilisation du récepteur, ça induit également la résistance à l'insuline. Voilà que les triglycérides, je ne me souviens pas avoir donc, lu que les triglycérides ont un effet direct sur la sensibilité de l'insuline. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va arrêter cette séance. Bon, on va arrêter d'abord l'enregistrement. C'est Aïssam. Ashraf. C'est Ashraf, pardon. La séance sur le TG.